Alors avant de vous passer la parole, simplement un petit mot de synthèse. L'enjeu, on le voit bien, c'est des données immenses, peut-être la plus grosse base de données au monde, hein, si on considère ces fichiers, bâtis dans un objectif économique et pas forcément plutôt quantitatif que qualitatif. Aujourd'hui, la recherche a besoin de données qualitatives et on voit bien que tout le monde est prêt à réorganiser les données. Mais comment va-t-on s'y prendre? Je pense que c'est l'enjeu que vous avez tous ici au niveau des experts que vous êtes. Et puis une question qui se pose aux politiques et qui se pose aux citoyens, quid de l'investissement public que cela représente au niveau économique et financier? Quid des enjeux d'évaluation de tout le système qui est mis en marche au regard des nouveaux enjeux que nous avons aujourd'hui en termes de recherche de santé publique, d'épidémiologie, face au développement des nouvelles maladies, en tout cas des maladies chroniques, des suivis du cancer et autres maladies. Et pour cela, comment faire à partir d'un outil qui a été bâti avec un objectif économique, en faire un outil qui permet, qui profite à la santé du citoyen. Et donc, comment le citoyen, comment les professionnels peuvent s'en saisir. Et moi, j'ai envie de vous poser la question par rapport au partage des données. C'est que j'ai connaissance que certains pays d'Europe ont inversé le paradigme en disant que le dossier, les données, elles appartiennent aux patients, d'abord. Et que c'est aux professionnels de s'organiser, non pas, on dira que d'emblée, le patient fait confiance aux professionnels. D'emblée, le patient partage. Et il n'a jamais signé un consentement éclairé à son médecin traitant pour partager avec lui. Donc, est-ce que, finalement, d'autres pays sont partis de l'a priori, les données appartiennent aux patients, le dossier appartient aux patients. Comment s'organiser, nous, institutions, de manière à ce que dans nos échanges professionnels, eh bien, nous respections ce secret, mais qu'a priori, il en dispose. Parce que on voit bien qu'avec les nouvelles technologies, et c'est tout le défi que vous avez démontré au travers de ces nouveaux outils, eh bien, les données sont partagées malgré. Et donc aujourd'hui, dans l'intérêt du patient, ce n'est peut-être pas l'anonymat à mettre en avant, même si on doit toujours le rechercher, mais bien réellement, quelles sont les données que nous devons partager qui lui sont utiles dans l'intérêt de sa santé. Voilà, je crois que le débat est lancé et je donne la parole à la salle. Allez, il doit y avoir quelques questions. Je sais qu'il est l'heure de la pause. Voilà, André, 5 minutes pour les questions. Je ne vois pas de main se lever. Ah non, il y en a forcément. Allez, monsieur, là. Voilà, vous vous présentez. Bonjour à tous. Xavier Vitry de l'Agence régionale de santé. Je suis géographe de la santé ici. Xavier Vitry de l'Agence régionale de santé de Rhône-Alpes, géographe de la santé. Une question pour l'Institut de santé, pour la CNIL, concernant la géolocalisation des adresses des personnes des bases de santé, sur le stockage de l'information géolocalisée dans la base à côté de l'adresse, qui fondamentalement revient exactement à la même chose à partir du moment où on a stocké l'adresse, qu'on mette à côté la coordonnée en XY. Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. En dehors du fait en termes de stockage et de réutilisation derrière. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le stockage d'une information qui est indirectement nominative, et ensuite cette intégration dans les différents, dans le DCIR, dans les bases éventuellement du PMSI à terme, pourquoi pas, de façon à permettre de recomposer des territoires à la volée, en respectant évidemment les seuils de nombre de personnes sur ces mailles géographiques, mais en termes d'investissement pour la collectivité, une économie potentielle très, très nette, parce que si aujourd'hui on a par exemple les quartiers IRIS ou les communes qui sont disponibles dans le DCIR par exemple, demain l'INSEE fait changer, enfin les communes évoluent tous les ans, on a des changements de territoire, des fusions de communes, des scissions, et du coup l'information, elle, est perdue. Si on a cette information en coordonnées XY, on peut reconstruire ce territoire, voire même sur des dimensions historiques,
qui permettent ensuite de se dire, si j'avais eu ce territoire, ou on est dans la recomposition des territoires prioritaires, par exemple de la politique de la ville, si j'avais eu ce territoire sur les 5 dernières années, comment aurait pu être l'information là-dessus et comment je peux envisager de l'avoir évolué avec des évaluations, des choses comme ça. Et donc l'importance de cette information, le point de vue de la CNIL et de l'IDS sur cette disposition qui est évidemment très sensible, voilà, c'est un peu le... Très bien, très technique, peut-être. Allez, André Lotte. Juste un petit mot. Juste un petit mot pour dire qu'en réalité, cette information, aujourd'hui, ne remonte pas. L'adresse ne remonte pas. Donc, les informations XY ne sont pas possibles. On ne peut pas les fabriquer au niveau des DCIR. L'une des suggestions que nous avons, sur laquelle nous avons travaillé, c'était la possibilité qu'on fasse automatiquement, qu'on traduise des adresses au moins en iris et que ceci se retrouve dans la base SNIRAM, que le chaînage avec le PMSI fait qu'on n'a pas besoin de le faire par ailleurs de l'autre côté, et qu'éventuellement on envisage par la suite des formules du type de celles que vous évoquez avec des adresses XY qu'on pourrait flouter, agrandir et traiter comme on l'entend pour les raisons de maintien de l'anonymat. Oui, enfin, donc pour compléter les propos d'André, c'est vrai que sur l'utilisation des quartiers iris, la CNIL a de longue date donc travaillé avec l'INSEE pour définir justement ces quartiers iris et notamment dans le cadre de l'exploitation et la diffusion des données issues du recensement. Quant à l'intégration, donc notamment de ce type d'information, donc aussi bien au niveau du PMSI que au niveau du SNIRAM, c'est pas du tout inenvisageable à partir du moment, et on retombe dans l'éternelle question, à partir du moment où on arrive à définir un seuil critique, si je puis dire, d'anonymicité, si je puis dire, et c'est là où, je dirais, le challenge technique est là. Et j'ai l'impression de radoter, mais je redis vraiment la nécessité en France, dans le domaine de la recherche médicale, de développer des ponts avec la recherche en informatique. Je veux dire, il y a des choses formidables qui se font du côté de l'INRIA, et je trouve qu'il serait vraiment dommage là de ne pas se rapprocher d'eux. Donc c'est un peu un appel que je fais d'ailleurs à André Lotte, parce que dans le cadre de son rapport, mais je pense qu'il l'a bien pris en compte. Non? Une autre question? Oui. Bonjour, Pierre Abalia, IGAS. Une question sur le régime de déclaration. Vous avez laissé entendre qu'un certain nombre d'équipes procèdent maintenant à des déclarations, mais que beaucoup d'autres ne le feraient pas. Ma question, c'est, avez-vous une idée de la part de non-déclaration dans ce qui se passe aujourd'hui? Voilà. Deuxième question. Vous nous avez laissé entendre que ce régime de déclaration allait disparaître avec la réforme de la directive européenne en cours. Pourriez-vous nous en dire davantage? Alors sur le premier point, non, malheureusement, on n'a aucune idée du taux de sous-déclaration, mais bon, je dirais il est très important, enfin je pense, hein, objectivement, et ça c'est tout confondu, tout secteur confondu. C'est une des raisons pour lesquelles, je dirais, aussi bien le législateur européen que même la CNIL, enfin que l'ensemble des autorités de protection des données, conscientes du fait qu'il était absurde de continuer dans une voie de déclaration au cas par cas des traitements informatiques. Aujourd'hui, toute notre société est numérique, donc ça serait complètement absurde de vouloir maintenir un contrôle. Donc on s'est déjà d'ailleurs assez largement engagé dans cette voie par la réforme de la loi en 2004, où on a quand même pas mal simplifié, exonéré, etc. Mais quant à vous dire aujourd'hui le taux de sous-déclaration, non. Alors au niveau donc du projet de règlement, effectivement, donc ce à quoi en principe on devrait s'attendre si le projet de règlement est adopté dans les conditions dans lesquelles il a été rédigé initialement, c'est une disparition donc quasi complète des déclarations au profit, et ça c'est la contrepartie, d'une responsabilisation beaucoup plus grande des entreprises, des administrations sur l'aspect protection des données. Ça devrait se traduire d'une part par bien sûr un renforcement des sanctions possibles à l'égard des entreprises, des administrations qui ne respecteraient pas je dirais, les règles de protection des données. Et puis au-delà de ça, par le développement de ce qu'on appelle
une politique d'accountability, c'est-à-dire de mise en conformité interne de l'entreprise, qui donc devra développer ce qu'on appelle des PIA en anglais, c'est-à-dire des études d'impact sur la privacy, sur la protection de la vie privée, et notamment pour les traitements jugés sensibles. Et parce que j'avais un slide là-dessus, mais notamment les traitements de données de santé, notamment de grande ampleur, ou les traitements visant à évaluer les comportements, et notamment dans le domaine de la santé, traitements aussi, par exemple, de données biométriques, sous certaines conditions, les traitements de recherche médicale aussi, seraient sous certaines conditions donc soumis à cette obligation d'étude d'impact. Et puis, là, il y a un renvoi au droit national ou aux autorités de contrôle national pour définir, le cas échéant, des régulations plus importantes. Donc il n'est pas du tout impossible que pour ce secteur sensible que sont les traitements de données de santé, il y ait maintien d'un certain process d'autorisation. Mais ça sera beaucoup plus souple et allégé que ça l'est aujourd'hui. Et toute la question, c'est aujourd'hui de savoir si, notamment les procédures d'autorisation qui, je pense, sont considérées par vous, dans la majorité des cas, comme des procédures assez lourdes, avec avis préalable selon le cas du comité consultatif sur le traitement de la recherche, ou IDS, ou CNIS, ou etc. Avec autorisation de la CNIS, si ces procédures ne vont pas être allégées. En tout cas, nous, on commence à réfléchir en interne sur un assouplissement de ces règles en ce domaine, parce qu'on se rend bien compte que les délais d'instruction sont extrêmement lourds, donc il faut simplifier là aussi en la matière. Très bien, nous devons conclure et donc terminer cette table ronde. Je vous remercie beaucoup de ces interventions fort riches, et je voudrais dire que le partage des données il doit se faire dans l'intérêt supérieur du patient avant tout. Merci pour tout.